بداية باسم الزملاء في المديرية نهنئ بالمولد النبوي الشريف، نشكرك على تلبية دعوة جريدة الشعب في هذا الركن الذي يسمى ضيف جريدة الشعب للكلام عن مستجدات الوضع الاقتصادي للجزائر في التطورات الكبيرة بما يخص النفط والكثير من المواضيع التي تخص الاقتصاد الجزائري. كما جرى تقليد أستاذ الدكتور، نحن في العادة نعطي الكلمة للضيف الجريدة يتكلم في حدود 10 دقائق إلى 15 دقيقة يعطينا لمحة عامة، ما نفترض النقاش مع الزملاء. شكرا على هذه الدعوة. في البداية طرح من بعد يعني شغل يعني الصحة الاقتصادية. النقطة الثانية تعطير العقوبات على إيران على الأسعار تاع المحروقات. النقطة الثالثة يعني المشروع القانون المالي 2018 يعني الأساس نتاعو تعطير المستقبل تاع الاقتصاد الجزائري. 2019. Bon, d'abord aujourd'hui, il y a eu un rapport qui a été publié hier par le Crisis Group de Londres qui dit que l'Algérie serait en crise politique et économique courant 2019. Bon, je voudrais quand même commenter, c'est très important, puisque ce rapport a été diffusé au niveau international et a été reproduit par une large majorité de la presse aujourd'hui en Algérie. Tout d'abord, l'Algérie ne traverse pas une crise financière, mais une crise de gouvernance. L'Algérie, la dette extérieure, elle est relativement faible puisqu'on a remboursé par anticipation la dette. Elle est aux environs de 6,3 milliards de dollars fin 2017. Les réserves de change fin 2018 termineront certainement entre 77 et 78 milliards de dollars. Si on prend les chiffres du gouverneur de la Banque d'Algérie qui ont été donnés en juin 2018, avec la même tendance. Donc, en 2019, d'après le ministre des Finances, les réserves de change devraient terminer à 62-63 milliards de dollars. Donc, moi, je m'insurge effectivement contre ce rapport pour 2019. Bon, c'est vrai, on n'a pas attendu que ce soit les journalistes, notamment au niveau de Chab, au niveau de pas mal de journalistes, pour attirer l'attention des pouvoirs publics qu'il faut aller vers de profondes réformes structurelles. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans ici, au niveau de Chab, on avait attiré l'attention du gouvernement d'aller vers de profondes réformes structurelles pour éviter effectivement des tensions à la fois économiques, sociales et politiques. Le ministre des Finances, lors de la présentation de l'avant-projet de loi de finances 2019, a dit que, je répète, 62 milliards à 63 2020, pardon, et 2021 à peu près 32 milliards de dollars. Le FMI dit que courant 2022, on irait, sauf changement de cap de la politique économique, à 12 milliards de dollars. Bon, واحد ما يتمناش ابدا الجزائر يعني تروح للصندوق النقد الدولي. احنا شفنا تعطير سلبي في 1994 يعني تعطير اقتصادي اجتماعي وكذلك سياسي. Donc voilà un peu, moi je pense que ce rapport alarmiste rentre dans le cadre d'une vision qui n'est pas objective, personnellement. Deuxième point, l'agence nationale Reuters, lors de la réunion des gouverneurs de banques à Tunis, il y a 2-3 jours,
a rapporté que le gouverneur de la Banque d'Algérie aurait dit qu'un baril au-delà de 50 dollars aurait un impact positif sur la baisse des réserves de change. J'ai eu personnellement au téléphone le gouverneur de la Banque d'Algérie pour lui dire est-ce que c'est vrai ce qu'a rapporté Reuters. La réponse c'est qu'il y a eu une confusion dans la flash de Reuters. C'est vrai qu'au-delà de 50 dollars, ça a un impact sur le solde budgétaire. Parce que la loi de finances est établie à 50 dollars le baril. Toute augmentation au-delà de 50 dollars réduit, bien entendu, le déficit budgétaire. Mais ça n'a pas un impact sur les réserves de change, dans la mesure où cela serait une contradiction avec les propos du ministre des Finances lors de la présentation de l'avant-projet de l'APN. Donc il ne faut pas confondre solde budgétaire avec les réserves de change. Ce qui m'amène maintenant au deuxième point, l'impact des sanctions de l'Iran sur le cours du pétrole. Parce que l'évolution de l'économie algérienne pendant encore longtemps, sera tributaire de l'évolution du cours des hydrocarbures. Je vous donne la structure des exportations de Sonatrach dans son rapport officiel de 2017. Entre le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel, 47% des exportations, c'est le GNL et le GNE. Le pétrole brut, c'est à peu près 26-27%, et le reste, c'est des dérivés dont le cours sur le marché international est relativement élevé. Donc, il faudra être attentif, encore pendant longtemps, au cours des hydrocarbures. Là, je m'insurge contre je le dis d'une manière objective, et j'ai attiré l'attention des plus hautes autorités du pays sur une déclaration tendancieuse du ministère du Commerce disant que fin 2018, on serait à 3 milliards de dollars hors hydrocarbures. Nous avons fait un calcul très très précis qui est paru dans la presse nationale et internationale il y a une semaine, et là je déplore que dans un journal que je ne citerai pas, qu'une journaliste ait repris les chiffres sans citer la référence. On a calculé que sur les 3 milliards, que à peu près 72%, 69% pour 2017 et 70 à 72% pour les 8 premiers mois de 2018 relèvent des dérivés d'hydrocarbures, y compris le phosphate. Il resterait à peu près 500-600 millions de dollars seulement pour ce qu'on appelle les produits nobles, exportation hors hydrocarbures. Parce qu'il faut dire la vérité, comme ça nous permet d'avoir une politique économique visible, de s'attaquer au mal pour relancer la section hors hydrocarbures. Ça, c'est un élément important. Pour revenir à l'impact de l'Iran, pourquoi le baril est passé, disons, d'octobre à peu près 81 dollars, maintenant il fluctue entre 65 et 66 dollars le baril. La première raison, c'est que les sanctions qui ont été effectives en novembre 2018 des États-Unis, ne concernent pas pendant 8 mois 8 pays, dont la Turquie, l'Inde et la Chine, où l'Iran est le plus gros exportateur. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément, c'est l'entrée massive du pétrole et du gaz de schiste américain, dans la mesure où c'est constitué la plupart des petits gisements qui deviennent rentables au-delà de 60 dollars. Donc, l'AIE dit qu'en 2019, les États-Unis seront le premier producteur mondial de pétrole avant l'Arabie Saoudite et la Russie.
L'autre élément important, le dernier rapport de l'OPEP, d'ailleurs, qui ne représente que 33-34% de la production commercialisée mondiale, 67% se font sur OPEP, c'est qu'il y a eu le dépassement de plus d'1 million de barils par jour au niveau de l'OPEP, notamment l'Irak, la Libye, certains autres pays qui n'ont pas respecté les accords de Vienne. L'autre élément, c'est l'évolution erratique du dollar et de l'euro. C'est-à-dire que lorsque le cours du dollar s'apprécie, on l'a vu, il est à peu près à 13, à 14, alors qu'il était à 21, etc. Ça a un impact effectivement sur une baisse du cours en dollars du baril. Hein. Donc il y a beaucoup, et il y a un autre élément déterminant du cours du pétrole, c'est les facteurs géostratégiques, qui ne répondent pas aux fondamentaux. Je vous donne deux hypothèses. Tous les rapports actuellement de la Banque mondiale, du FMI, de l'Union européenne, disent que si la guerre commerciale de protectionnisme entre les États-Unis et la Chine et l'Europe continue, on risque de se retrouver dans un scénario équivalent à la crise de 1929-1930 et peut-être la crise de 2008. Si demain il y a une crise économique, parce que le protectionnisme ralentit la croissance de l'économie mondiale, on risque de se retrouver avec un baril inférieur à 60 $. Et si c'est une très grave crise, inférieure à 50 $. Si demain il y a, disons, des tensions géostratégiques très vivaces et une croissance, disons, modérée de l'économie mondiale, et si l'Arabie saoudite et la Russie notamment, et les États-Unis ne supplient pas au déficit de la production iranienne, parce que la production iranienne, dans le quota, c'est 2,7-2,8 millions de barils par jour. Ils sont en train de produire à peu près 1,6-1,7 millions de barils jour depuis les sanctions. On risque d'aller vers un baril au-delà de 80 $. Ça, c'est des facteurs qui ne dépendent pas des fondamentaux économiques, et bien entendu, ça a une influence indirecte sur l'économie algérienne. Donc, ça, c'est un élément important. Moi, je répondrai à vos questions par la suite, si vous avez des questions sur, effectivement, ces sanctions. Pour revenir, enfin, au dernier point, qui est l'avant-projet de la loi de finances 2019, bon, vous savez qu'il est établi, comme je l'ai dit précédemment, un baril de 50 $ et sur un cours de 118 dinars 1 $, alors qu'avant, il était établi sur 115 dinars 1 $. La déclaration du ministre des Finances, moi, ça m'a étonné parce que ça relève des prérogatives du gouverneur de la Banque d'Algérie, pas du ministre des Finances. Vous savez que le gouverneur relève directement du président de la République, il ne relève pas de l'exécutif. Hein. Ça, c'est la loi. Donc, il a dit qu'on va stabiliser à 118 dinars pendant 2 ans le cours du dinar. Ça, c'est une décision administrative. Ça veut dire que ça contredit les lois économiques. Ça prouve que tout ce qu'ils nous ont dit que le cours du dinar par rapport à l'euro au dollar répondait aux normes du marché, c'est plus vrai. C'est un arrondaire. C'est pas bon pour l'image aussi de l'Algérie. C'est-à-dire que le cours du dinar doit fluctuer en fonction de l'évolution du cours de l'euro, du dollar, du yen japonais, de la livre sterling. Donc, c'est un élément important. Bon, là, il y a une contradiction entre ce que prévoit la loi, l'avant-projet de loi de finances 2019 et le rapport du FMI. Il prévoit effectivement un taux de croissance de 3,4% en 2020, 2,6% pour 2019 et 3,2% pour 2021, avec un taux d'inflation de 4,5%. Le dernier rapport du Fonds monétaire international donne un taux moindre et avec un taux d'inflation qui dépasse 6%. C'est le dernier rapport qui date d'une dizaine de jours.
Donc là, il faudrait trouver. Ce qui est sûr, c'est que les exportations des hydrocarbures, pour l'avant-projet de la loi de finances, devraient s'établir à peu près à 33,2 milliards de dollars en 2019, tandis que les importations devraient s'établir à 44 milliards de dollars. Donc, malgré toutes les mesures, d'abord, la mesure des 51% instaurée dans la loi de finances complémentaire de 2009. Ensuite, les licences d'importation. Maintenant, à partir de décembre, on parle de la taxation de certains produits. Il n'y a pas eu d'impact important sur, effectivement, les sorties de devises. Je vous donne le chiffre officiel, c'était à peu près 47 milliards de dollars en 2016, 45 milliards de dollars en 2017, on parle à peu près de 600-700 millions de dollars de moins pour fin 2018, mais vous les journalistes, vous oubliez, c'est pas de votre faute, c'est les statistiques qu'on vous refile des douanes. Vous vous appesantisez sur la balance commerciale. Or, le document n'est pas la balance de référence, n'est pas la balance, c'est la balance de paiement. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la balance de paiement? Elle montre les sorties de devises des services. Je ne citerai pas, bon, c'est-à-dire que moi j'ai le rapport du Fonds monétaire international qui me dit à peu près l'évolution année par année des services, ça fluctue entre 9 et 11 milliards de dollars par an. Plus les transferts légaux de capitaux. Les étrangers ne viennent pas pour nos beaux yeux. Il faut aussi qu'ils retransfèrent. Donc les sorties de devises ont été... Bon, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration. Bon, bien sûr, il y a eu un impact sur l'appareil productif, sur l'inflation, etc. Mais on était après, vers les années 2013, disons, à près 70 milliards de dollars de sorties de devises. Bon, les sorties de devises, ils ont été réduits à peu près de 10 milliards de dollars. Maintenant, ça fluctue entre 58 et 60 milliards de dollars. On ne peut pas avoir des recettes de 34-35 milliards de dollars et des sorties de devises de 60. Là, ça rejoint tout ce qu'a dit le ministre des Finances à l'avant-projet de loi de finances. C'est l'évolution de l'épuisement des réserves de change. Il y a un élément important dans l'avant-projet de loi de finances, c'est les subventions. Les subventions, effectivement, constituent une part importante du budget. Bon, le ministre des Finances vient de nous déclarer à l'APN qu'après 2019, parce qu'il y a l'élection présidentielle et on ne veut pas de remous sociaux, qu'il faille dorénavant aller vers des subventions ciblées qui s'adressent aux secteurs qu'on veut encourager et aux catégories les plus... on ne peut plus continuer dans cette voie qui est suicidaire et d'ailleurs qui est injuste. Celui qui touche 50 millions par mois, il bénéficie des mêmes subventions que celui qui touche 2-3 millions de centimes par mois. Ce n'est pas possible. Là, je regrette effectivement qu'on n'ait pas été suivi, puisque c'est moi qui ai présenté devant la commission économique de l'APN le dossier des carburants en 2009, et j'avais envoyé une mission en Malaisie et j'avais demandé à ce que les carburants qui constituent la plus grande partie des subventions, qu'on aille vers des subventions ciblées. Et on n'a pas été effectivement suivi à cette époque. Je ne vais pas trop m'attarder pour essayer de répondre à vos questions. En conclusion, tout ce qu'on peut dire, c'est que il ne faut pas avoir une vision pessimiste de l'évolution de l'économie algérienne. Mais ça suppose des conditions. La première condition, et là je me rappelle lorsque, en tant que directeur de cabinet, Yahya, au nom du président de la République, m'a invité pour la révision constitutionnelle, lorsque je suis sorti, et ça a été reproduit par la PS et le Moudjahid des Chats, la première phrase lorsque je suis sorti de la présidence, il faut aller vers un front social
qui regroupe toutes les forces politiques, économiques et sociales, toutes sensibilités confondues, mais excluant les extrêmes, dans la mesure où la situation est extrêmement difficile. Donc il faut mobiliser, et comme l'a dit mon ami hier à Nédoa sur l'Afrique Bentounès, il faut de la morale. Il faut aussi aller vers plus de morale. Parce que sans morale, on n'ira pas loin. Il y a un lien dialectique entre la moralité et le développement, et là on revient à la Moqaddima de Khaldun du XIVe siècle. C'est-à-dire, il dit que lorsque la société est gangrénée par l'immoralité, c'est la décadence de la société. Donc c'est un élément fondamental, la mobilisation est liée aussi à la moralité. C'est comme dans une famille, si vous n'êtes pas moral, vous ne pouvez pas mobiliser vos enfants. Ça c'est clair. Donc, les deux fondamentaux, c'est la bonne gouvernance qui est liée effectivement à ce que je viens de dire, et le primat de l'économie de la connaissance. Moi, je navigue à l'échelle mondiale. J'assiste à pas mal de séminaires internationaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va nous arriver entre 2025, 2030, 2040. Je ne sais pas si on sera là, mais nos enfants seront là. Moi, je me rappelle lorsque, j'ai soutenu en 1974 ma thèse de doctorat d'État, mais 2 ans avant, l'idée où j'avais lu. Mon professeur de Bernice me disait, tu as fait une faute, il faut l'effacer, il faut retarder, etc. Maintenant, c'est Internet. Moi, je n'aurais jamais imaginé, il y a 40 ans, que les gens allaient avoir des portables, qu'ils allaient avoir Internet, etc. On va vers l'intelligence artificielle et le digital. Donc, il va y avoir une révolution sur les institutions, sur les comportements, et là, ça suppose des stratégies d'adaptation de l'Algérie, tant dans le domaine sécuritaire, économique et politique. Là, je profite de ma venue à Cham. Il va y avoir une importante rencontre début décembre à Blimsous, où le ministère de la Défense, à travers l'Institut de documentation et de stratégie, organise un séminaire international auquel j'interviens d'ailleurs à la rentrée, sur la sécurité collective et la paix. C'est très très important. Moi je demanderai au général Benaïssa s'il peut inviter au moins les journaux étatiques. Donc c'est relativement important. Donc, l'Algérie est un acteur incontournable de la stabilité de la région, et là, j'y ai beaucoup insisté dans 2 interviews que j'ai données récemment, le 11 août à l'American Herald Tribune, à la Tribune FR, et avant-hier, le 26, je viens de le donner à vos journalistes, c'est une réponse presque à l'organe de Crisis Group, qu'il faut éviter la sinistrose vis-à-vis de l'avenir de l'Algérie, et notamment d'une relation apaisée, tout en n'oubliant pas le devoir de mémoire entre l'Algérie et la France. Avant-hier, c'était pas le 26. Non, le 26. C'était pas avant-hier. On est le 20 aujourd'hui. Non, c'est le 16. C'est le 16. Je m'excuse, c'était le 16. Enfin, j'ai donné l'interview que j'ai donnée à Africa Press. Je viens de le remettre à... Je vous le remets. Il est là. Vous prenez la date, il est... Je m'excuse. Elle est lourde. Heureusement qu'elle est là. Voilà, donc voilà un peu, monsieur le directeur en chef, ce que j'avais à dire, mais je suis prêt pour développer tous ces points, à répondre à toutes vos questions, et pour terminer, l'Arabia. والله ما عندي نظرة سلبية على المستقبل تاع الجزائر. يعني الجزائر عندها الإمكانيات باش تخرج من هذه الأزمة، ولكن لابد نركزوا المستقبل على الحكام الرشد وعلى الكفاءة. ولابد الاقتصاد الجزائري في المستقبل يتمشى مع تحولات الاقتصاد العالمي.
ماناش بوحدنا يعني في العالم. نظن ولكن لابد نجمعوا كل جزائريات وجزائريين بدون استثناء. هذا هو يعني المستقبل تاع الجزائر، ونتمنى الخير ان شاء الله لبلادنا. ان شاء الله يكون فيها خير. نديروا نقاش نظري. انا كاينه بروفيسور وهي اللي شويه تأرق اي جزائري، ما يخفاش عليك اللي كيقول البلاد ماشي مليحه، كل الجزائريين ما يكونوش ملاح يعني الحقيقه. Ça a un impact extraordinaire sur le moral des groupes, le moral de la population entière. Vous êtes spécialiste dans cette يعني في خلال الحديث نتاعكم هدرتوا على كل شيء، ما هدرتوش على عامل واحد، وهذا العامل اللي أخذته الدولة الجزائرية واللي راهي بصدد يعني مجابهته. أنا ماذا بيا كيما عطيت لنا رأيك في كل أشياء، ونتحدثوا بعد على يعني التناقضات في التصريحات وفي المواقف إلى آخره من خلال يعني les démarches, les responsables, les politiques et tout ça, en matière de gouvernance, en matière de développement, etc. Vous n'avez pas parlé de facettes. De facettes. La corruption. La corruption. Et d'après vous, quelle est la meilleure manière d'essayer, je dis bien d'essayer, parce qu'il y a un âge Khatam Sayyidina Souleymane, d'essayer d'endiguer ce phénomène? Je vais vous répondre, parce que j'y tiens beaucoup. J'ai été chargé par la présidence de l'époque, lorsque j'étais le directeur général des études économiques et j'avais une robe de magistrat de la Cour des comptes, sur le problème de la corruption à travers le programme anti-pénurie de l'époque. Parce que là, il faut reprendre les chiffres tels qu'ils sont. En 1980, le dollar faisait à peu près 15-20 dinars à dollar. Maintenant, il est à 118. C'est 10 fois plus. On avait constaté effectivement des surfacturations, de la mauvaise qualité des produits. Bon, on venait d'une période d'austérité, et celui qui était le secrétaire général à l'époque, vous allez rire d'ailleurs, c'était Betelsi, qui était secrétaire général du commerce. C'est lui qui a diligenté le programme anti-pénurie. J'avais proposé à la présidence de l'époque d'établir un tableau de la valeur relié aux réseaux internationaux où les entreprises étaient reliées en réseau avec les banques, la fiscalité, la douane, l'administration, etc. Shabak. Et reliées aux réseaux internationaux pour voir effectivement si le coût, la qualité de ces produits qui rentrent n'ont pas subi des surfacturations. Parce que, et ça n'a jamais été mis en œuvre parce que ça s'attaquait à des intérêts puissants. Ensuite, donc le grand problème qui se pose, la lutte contre la corruption ne concerne pas uniquement des organes techniques. D'abord, qu'est-ce qu'on constate? Il y a plusieurs organes techniques qui se télescopent. Bon, il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection générale des finances, il y a l'organisme de lutte contre la prévention de la corruption qui est dirigé par l'ancien chef de cabinet du Premier ministère, qui a été nommé. Mais la véritable corruption suppose une moralité de la société. Moralité de la société. Parce que les surfacturations, moi j'ai fait plusieurs papiers sur les transferts illégaux de devises. Les transferts illégaux de devises, ça concerne uniquement en surfacturation, ça veut dire que vous achetez un produit 1 euro et vous dites au gars, vous me facturez 1,20 et s'il y a des corrupteurs, il y a des corrompus. On se partage la différence. Bon, c'est-à-dire c'est les gens reliés aux réseaux internationaux à travers l'importation. Et
effectivement un mécanisme de tableau de la valeur, c'est pas possible d'arriver à lutter contre cette surfacturation. Mais il y a les surfacturations en dinars, notamment dans le bâtiment travaux publics. C'est-à-dire, je connais X, bon, le marché, il est de temps, il est malgré mal moins disant, bon, le marché est en moins de 100, mais je te compte 120 et tu me donnes la différence en dinars. Il y a aussi les deux. Et il y a des réseaux qui sont sur les deux, à la fois en dinars et en devises. La corruption est devenue une atteinte à la sécurité nationale. Moi, je l'ai écrit et répété. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mobiliser la population avec, effectivement, et là c'est lié aux institutions, à l'état de droit, à l'indépendance réelle de la justice, à la réhabilitation de la Cour des comptes, à la réhabilitation aussi du contrôle parlementaire, parce qu'il faudrait que les parlementaires, lorsqu'ils voient des éléments, ils se saisissent aussi de l'affaire, parce qu'à ma connaissance, ils sont des élus du peuple aussi. Donc, la corruption embrasse plusieurs niveaux. D'abord, la société, donc c'est la moralité de la société. Ensuite, les organes institutionnels. Et seulement viennent ensuite les organes techniques. Les organes techniques. Et au niveau des organes techniques, il faut qu'il y ait une coordination. Bon, les services de sécurité, bon, ils saisissent des trucs de douane, de transfert de... Pour moi, les transferts de devises, ce n'est pas ce qui est saisi à la douane, les quelques millions de dollars. Je vous donne un exemple. Je prends juste l'année 2017. 60 milliards de dollars de sortie de devises. Il paraît que c'est entre 15 et 20% maintenant, la ristourne. Ça fait 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars. De dollars. Qu'est-ce que c'est ces quelques centaines de millions? Parce que les gens qui ont leur argent là-bas, ils ne vont pas le faire transiter par le port et l'aéroport, ils n'en ont pas besoin, ils ont leur argent déjà là-bas. C'est les gens qui ont des dinars qui sont en train de les transférer. Et là, il y a un vase communicant, une fraction de la corruption par surfacturation revient ici, au cours du square pour Saïd, et ce qui explique la flambée de l'immobilier. Ensuite, il y a un recyclage dans l'immobilier et un recyclage pour pouvoir importer. Parce que lorsque vous avez la licence d'importation, c'est toujours en dinars. Donc, ça c'est des réseaux qui sont très très complexes. Bon, la corruption elle existe de par le monde, mais quand même, elle est limitée par rapport au PIB. Et là, il n'y a pas très peu de calculs qui représentent la corruption par rapport. Moi, je l'ai dit, si on arrive à lutter contre la corruption, tant interne qu'externe, l'Algérie peut fonctionner facilement, et je pèse mes mots, je l'ai dit à l'American Herald Tribune, à 60 $. C'est amplement suffisant pour relancer la machine économique. Tout le reste, c'est qu'il y a mauvaise gestion. Attention, il ne faut pas confondre corruption avec mauvaise gestion. Quelquefois, le gestionnaire, il est bien intentionné, il fait des erreurs. C'est logique, parce que l'entreprise, c'est un risque. On gagne ou on perd. Donc attention, quelquefois, c'est un acte. Et moi, je suis pour la dépénalisation de l'acte de gestion. On n'a pas à mettre un gestionnaire en prison pour un acte de gestion. Il faut avoir des preuves pour voir si c'est de la corruption ou pas. Donc, sans une lutte contre la corruption et à tous les niveaux que je vous l'ai dit, l'Algérie n'a aucun avenir. Aucun avenir. C'est comme un gouffre. On est assis dans cette pièce, on verse de l'argent, on remplit, mais c'est un petit trou qui est en train de descendre. C'est-à-dire, il y a un autre élément aussi que je voudrais mettre en garde, parce qu'il y a une télévision qui est mal intentionnée, je vais la citer, c'est Marabia. D'ailleurs, moi, ça fait 2 ans que je leur ai dit de ne plus m'appeler. Yahya, lorsqu'il a présenté le programme, il a dit que la dépense
de l'Algérie entre 2000, fin 2017, c'est 1150 milliards de dollars. C'est le chiffre du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait à la télévision? Il prend 20%, il multiplie par, regardez, 200 milliards de sorties de capitaux. Or, à l'intérieur des 1150 milliards de dollars, il y a 650 milliards de dollars de budget de fonctionnement. Alors, mon salaire n'est pas lié à la corruption. Vos salaires, etc. Donc, il faut enlever le budget de fonctionnement. Je m'en tiens qu'au budget d'équipement. Et à l'intérieur du budget d'équipement, je vois la différence entre le dinar, ça veut dire l'allocation en dinar, et l'allocation en devise. Je peux appliquer peut-être 20% sur la fraction de la partie devise pour voir les transferts illégaux de capitaux. Donc regardez comment ils sont mal intentionnés. Donc ce n'est pas le même montant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une hémorragie pour l'économie nationale et une atteinte à la sécurité nationale. Les services de sécurité, que ce soit les services de sécurité de l'armée ou les services de sécurité de la police ou de la gendarmerie, ce n'est qu'un point. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des institutions qui fonctionnent dans un état de droit, leur action, elle est louable. Il faut les féliciter. Mais c'est insuffisant. Lorsque je parle aussi de cela, il y a aussi lié aussi au problème des subventions, les trafics des frontières. Et c'est lié à la distorsion entre le taux de change. Pourquoi il y a surfacturation? C'est la distorsion entre le taux de change officiel et le taux de change du dinar. C'est comme ça que... Sinon, s'il y avait un cours unique, on limite les transferts de devises, disons à 80%. Il restera 10-15% pour avoir des devises là-bas. Mais ça n'intéresse pas si le cours est le même. Ça veut dire qu'il a un cours, la Banque d'Algérie lui applique le cours officiel de 135 dinars à 1 euro, et lui gagne, il est sur le cours du marché parallèle à 210 dinars à 1 euro. Donc, il joue sur la différence. Un autre élément, il faudrait quantifier tous les biens, la farine, la semoule, le lait, tout ce qui est subventionné par l'État, qui va vers les pays d'Afrique, en Tunisie, dans le Maroc, etc. Ça, c'est aussi des trafics qui nuisent à l'économie nationale. Pour conclure, tout cela nous montre qu'il y a une désorganisation de l'économie nationale. Il n'y a pas une régulation de l'économie nationale. Moi qui suis un défenseur depuis de très longues années de l'économie de marché à vocation sociale, puisque j'ai été le fondateur avec pas mal d'amis de l'Est, de l'Ouest, de la Kabylie, de l'association algérienne de développement de l'économie de marché. On a eu l'agrément 63-92 du ministère de l'Intérieur, dont j'étais président pendant plus de 20 ans. Donc, je dis que l'économie de marché ne signifie pas l'anarchie. Aux États-Unis, vous pouvez tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un. Vous trouverez un avocat pour vous défendre. Vous volez le fisc, c'est la chaise électrique. Al Capone, il a été mis sur la chaise électrique à cause de quoi? À cause du fisc. Pourquoi? Parce que la Constitution américaine dit que celui qui vole le fisc vole toute la nation américaine. Toute la nation américaine. Donc, vous voyez, et là, Amina, il faudrait voir un peu aussi tous les problèmes d'évasion fiscale. Les gens qui ne payent pas leurs impôts, ils ont une villa de 100 milliards à Hydra, et lorsque vous voyez leur bilan, il est négatif. Que fait le service fiscal? Les seuls qui payent leur impôt actuellement, c'est moi, c'est vous, et les entreprises publiques. Bon, beaucoup de... Moi, j'en veux pas au secteur privé, hein. Je ne suis pas contre au contraire. Il m'a appelé il y a 3 jours, je l'ai félicité, je lui ai souhaité un bon courage, puisqu'il veut aller encore comme président du FCE. Moi, Haddad est un ami, Rabrab est un ami, donc moi j'en veux pas ces entrepreneurs, non. Mais
Il y a beaucoup de privés malhonnêtes qui ne déclarent pas leur véritable chiffre d'affaires. Ça, c'est aussi de la corruption. C'est de la corruption. Moi, mon salaire, on m'enlève 30% chaque mois. Parce que je suis fonctionnaire. À la source. Donc, vous voyez, donc il y a un problème aussi. Vous savez, je pèse mes mots. Le seul ministère qui n'a pas fait sa mue depuis l'indépendance politique, je pèse bien mes mots, c'est le ministère des Finances. Il fonctionne d'une manière archaïque. La fiscalité, vous allez dans des endroits, moi je vous donne ordre, vous trouvez des fichiers non informatisés. Si vous connaissez quelqu'un, il se peut que le dossier tac. Il sait où il est. On n'a même pas informatisé le truc des... Par exemple, les titres de propriété. On peut gagner beaucoup d'argent en titres de propriété. Je peux vous dire que 80% des habitations n'ont pas de titre de propriété. Alors, si on demandait à quelqu'un pour une titre de propriété de payer que 10 000 dinars, combien rentrerait l'État? Ce n'est pas informatisé. Moi, j'ai subi le problème du livret foncier de mon père, l'Arahman. Fallait que ça soit le ministre qui intervienne. Je voyais une vieille clé à Audi depuis 2 h du matin, ça fait une semaine, je fais la queue, j'arrive pas à avoir le livret foncier. Ce n'est pas informatisé. Les banques, ils ont fait leur mue, un peu. Les banques, il y a eu une amélioration au niveau un peu dans les banques. Mais les domaines, rien. Les douanes, ils commencent un peu. Est-ce qu'ils sont liés au réseau foncier avec les banques, etc. Le tableau de la valeur que j'avais préconisé en 1983 n'est pas encore mis en place. Donc, et là, tous les experts vous disent que sans la réforme du système financier, il ne peut pas avoir de développement. Il ne peut pas avoir de développement. Et moi, je suis pour un grand ministère qui regrouperait, je l'ai dit plusieurs fois à la présidence, le commerce et les finances. Moi, je suis pour un grand ministère à la fois de l'éducation nationale et un grand ministère de l'économie. Bon, je n'irai pas encore comme en France à inclure le département de Silousfi, on n'est pas encore prêt, mais disons au moins le commerce avec les finances est lié. Là, on est en train de dire, disons, l'organisation même gouvernementale n'est pas optimale. N'est pas optimale. Et c'est lié à votre question, parce que lorsqu'on a une organisation optimale gouvernementale, on peut mieux maîtriser la régulation d'ensemble. Voilà. كل المعطيات التي قدمتها والعرض الذي استفدنا منه كثيرا. نحن اللي عندنا نرجعوا العقوبات الامريكيه على ايران في شهر نوفمبر بالضبط، تاثيراتها بالضبط يعني بعض التفاصيل، لكن نحن اللي حابين نعرفوا تاثيرات تاعها على الجزائر، تاثيرات تاعها على الاسعار على المداين يعني 6 شهور 6 موا عام، وكذلك كيفاش تشوف الاجتماع الجاي تاع شهر ديسمبر يعني كالكو سومان تاع فيينا راح يكون السمانه الاولى 10 جور الاولين تاع ديسمبر، كيفاش راح التصور تاعك الاوبك واش راح دير في هذا الاجتماع؟ لا نظن انا كنت عضو في يعني يعني السلطه الجزائريه النهار اللي حضرنا يعني هنا في الجزائر العاصمه. نظن واحد ما يكونش عنده نظره سلبيه، الجزائر ربما عندها 1.2 مليون باريل يوميا فقط، ولكن تنحي لها 50,000 باريل يوميا تاع اللي حطت على الكوتا، بون ضعيف جدا، ولكن دائما لعبت دور عام من الوقت من 1974 دائما التشعيب. احنا جمعنا يعني العربيه السعوديه ذاك الوقت مع ايران، وقدمنا نظام بين روسيا والعربيه السعوديه.
الجزائر دائما لعبت دابا، ولكن الخريطة التقوية تغيرت تماما. ماناش يعني في التعطير تاع لوبيب تاع السبعينات. لوبيب كانت توزن أكثر من 70% من التسويق العالمي. الآن دخلت بالقوة البلدان خارج البلدان لوبيب، راه بين 35 كان يقولوا 40% يعني من التسويق العالمي. ما يخص الإيران في اتفاق تاع فيينا يعني 2.8 مليون باريل يوميا. احصائيات اللي عندنا في اكتوبر رويترز تقول لك 1.6، وشالونغ افير تاع فرنسا هذاك اللي تخصص في الاقتصاد تقول لك 1.8 مليون باريل يوميا، نقصت يعني مليون باريل يوميا. وكما قلت سابقا كان 3 البلدان اللي يغطيو يعني الفراق تاع ايران: الولايات المتحده هي خارج بلدان اوبك، روسيا قد تنتج بسهوله 11 مليون باريل يوميا، والعربيه السعوديه. والان انا شفنا تعطير تاع ترامب على السلطه تاع العربيه السعوديه، وراهم يلعبوا. نهار لا سياد خرج دوسي تقول لك هذا هو اللي يقتل، يقول لك حنا نهبطوا، نهار يقول له انت خطير يطلعوا. يجوا ان جو بوليتيك. ولكن نظن تمشور جايه ما كانش يعني، خاطر السوق الاساسي تاع ايران هو الهند، الصين وتركيا، وهذو يعني ما يدخلوش في المجال العقوبات تمشور جايه. المستقبل تاع الاسعار تاع النفط مرتبط يعني مع معدل النمو العالمي، خاصه الصين، الهند، اوروبا. ولكن كل المعطيات اللي راه عندنا يعني الحرب بين الولايات المتحده والصين وبين اوروبا والولايات المتحده، يعني ضرائب، لي ميزور بروتيكسيونيست، تخوف تاع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يقول لك ربما رانا ماشيين للازمه تاع 2008. هذه الا رايحين في الازمه تاع 2008 يكون فراق بين العرض والطلب، يعني العرض يهبط خاطر الطلب مرتبط مع معدل النمو. وقد نوصلوا اقل من 60 دولار الباريل. غدوه يكون حرب بين ايران والعربيه السعوديه، يعني يوزنوا قليلا، ربما يوصل 80 90 دولار. هذه المجال جيوستراتيجي هذاك. ولكن الاسعار المقبول كون ابل لو بري ديكيليبر، انا قلتها سي مقدر وسي غيتوني كما ديش تصرحوا يفو ريستي دون سو تروك لا. سي 70 دولار لو بري ديكيليبر، يعني 70 دولار يساهم المستهلكين والمنتجين. السعر العادل. عادل. Bon, le prix d'équilibre, c'est le 70 dollars qui arrange tout le monde pour l'instant. Pour l'instant, il arrange tout le monde. Et التصريح تاع وزير الطاقة الروسي يقول لك هو يقول لك 65 دولار. ونظن 70 دولار. احنا كما صرحت سابقا تعطير تاع الجزائر. نمد لك دقيق على التعطير تاع الجزائر. كون تنتج مليون، احنا نعلموا الاقتصاد كيكون زياده دولار واحد سنويا نربحوا بين 300 400 مليون دولار، 300 400 مليون دولار rapport au cours. 300 400 مليون دولار. الى مليون باريل يوميا نديروا الحساب شحال تربح الجزائر. حنا نقدروا نتجو 1.4 مليون باريل يوميا، ربما
تمر بين 8 7 10 مليار دولار سنويا. يعني كل زياده في الاسعار تاع البترول عنده تاثير ايجابي على الميزانيه تاع الجزائر، وهذا ينقص تمويل غير اقليمي. ولكن ما يكفيش خاطر العجز الماليه تاع القانون المشروع الماليه 2019 18 مليار دولار. لابد نزيدوا في ولكن يخفف ولا عنده تاثير ايجابي على معدل التضخم. هذه هي يعني الجزائر في هذا الوقت اللي رانا نتكلموا هنا في جلالة الشعب، انا نبغي هذا الكلام. انا كي يتلاقاني كيدوني ولا نقدر اصحاب الرئاسه يقول لي سوناتراك سي l'Algérie سي سوناتراك. C'est ça. Moi c'est une phrase que je répète depuis des années. Pour l'instant c'est ça, malheureusement. Donc احنا نطلبوا يعني يكون عندنا نظره خارج المحروقات، والجزائر عندها امكانيات. نمد لك الرقم تاع الدخول تاع العمله الصعبه تاع السياحه تاع فرنسا. Paris, 45 milliards de dollars. C'est le pays qui fait rentrer le plus de devises en tourisme. 45 milliards de dollars. 2 fois les recettes d'hydrocarbures algériennes. Le Maroc espère faire rentrer en 2020 15 milliards à 17 milliards de dollars de tourisme. Moi je connais le Maroc, je connais la Tunisie. On a un plus beau pays. On a un plus beau pays. Donc il faut encourager le tourisme. C'est pas uniquement des chambres, hein. C'est tout un environnement. Qui me donne Gérica, la chambre, je prends le quintal. Voilà. On a des chambres délabrées. Donc, ça et puis, les gens qui veulent boire, ben, il faut laisser les gens boire. Ceux qui veulent danser, il faut trouver des trucs, il faut les laisser danser. Ils ne viennent pas uniquement pour voir la nature. Donc il y a des ciblages à faire. Les habissants, il y a des endroits aussi, il faut en fonction de Takali Tana, il faut cibler des sections, tout ça, etc. Le Khadamat. Actuellement, on est en train de perdre tous nos informaticiens. Au Canada, en Allemagne, etc. L'avenir appartient aux nouvelles technologies. Je prends le cas de l'Inde, les logiciels, 10 milliards de dollars, uniquement les logiciels, l'Inde. Nous sommes dans un nouveau monde, où l'Algérien a fait dans les nouvelles technologies, etc. On le voit. Il y a aussi, bon, l'agriculture, il ne faut pas avoir une vision, l'Algérie c'est un pays semi-aride. Semi-aride. Donc, là aussi, il y a peut-être, il ne faut pas dire l'autosuffisance, c'est pas vrai, on ne peut pas aller vers l'autosuffisance, mais il y a des ciblages pour encourager l'agriculture. Et là, vous posez tout le problème du foncier qu'on n'a pas résolu. On n'a pas résolu le problème du foncier. Il y a aussi, là, moi j'ai oublié une chose, parce que c'est moi qui ai dirigé le dossier pour la présidence, c'est le pétrole et du gaz de schiste. Il ne faut pas cracher non plus dessus. Bon, on a 19 800 milliards de mètres cubes de réserve, 6 000 milliards, disons, commerciales, c'est 3 fois les réserves de Hasserman. Bon, أنا واش قلنا كي شرفت أنا الملف وتكلمنا عليه هذه قريب سنتين هنا في الشعب على الدوسي تاع الملف والبترول الصحي. J'ai réuni 25 experts, dont le président de l'Académie des sciences de Paris, qui était à l'intérieur. Ou derrière une bataille. On n'a pas été, on l'a fait gratuitement. Alors c'est un dossier qui coûte des milliards. Bon, ça a été la condition, mais c'est à Malek celle-là, on va vous le faire gratuitement. Pour le président. On l'a fait surtout pour vous. Donc, ce qui fait, on a dit, attention, nous sommes en phase d'exploration et non pas d'exploitation. Parce que lorsqu'on a contacté des instituts américains, la fracturation hydraulique risque d'avoir un impact sur l'environnement. Et خاصك تدخلنا شحال المتر تاع الماء قد البير وزيد الماء المائية والحاجات تبقى باش يخرج الغاز. قلنا لهم هذه nous on n'est pas dans le Texas.
ça risque d'avoir des impacts sur les nappes phréatiques algériennes. Il y a, il a une technique qui avait été amortie. Bon, il y a des gens très sérieux, il y a des techniques comme l'arc électrique, beaucoup de techniques qui vont économiser 95% d'eau et 95% d'injection de produits chimiques. Mostafa Guitouni, il a dit, il ne faut pas qu'il se contredise, Mostafa, il faut que tu aies un ami très intime, je ne veux pas là, Mostafa, donc c'est dans 4-5 ans. Les techniques, ils aident, donc, aussi, on ne crache pas aussi sur cela, mais les hydrocarbures ne sont qu'un moyen. Parce que l'énergie, c'est le cœur de la sécurité nationale. C'est un corps électrique. Vous êtes un corps électrique. L'électricité, on est un corps électrique. Donc, l'énergie, c'est la sécurité nationale. Donc, il ne faut pas aussi cracher sur le pétrole. Mais ça va être, il faut prendre la condition. وحنا الأساس اللي قلنا لابد يكون حوار مع المنطقة. أنا اللي دير على المؤمن كعب بروحك. والله يطلع دوك نص ناطرك. يفوت تحاور مع أصحاب المنطقة. يونس فينا في ديرة مونيمونتال مع عطار راه جرى مع عطار يفولي رونتري en force à عين صالح. أنا نعرف مليح المنطقة. Moi j'étais l'officier de l'administration de la République africaine. C'est Mohamed Betché. C'était moi l'officier de la République africaine, l'officier de l'administration. Je connais bien le Mentara, les gens. Taïbé, c'est des gens hloués. Mais il faut discuter avec eux. Il faut leur montrer que ça a un impact peut-être positif, que ça n'a pas un impact sur leur environnement. Parce que, regardez comment ça se passe le pétrole. C'est pas comme Hasserman. Il faut 1000 puits, à peu près, pour 1 milliard de mètres cubes gazeux. 1000 puits. La durée du puits, c'est 5 ans. Et la rentabilité du puits, elle décroît au fur et à mesure que vous exploitez. Au bout de 5 ans, vous allez ailleurs. Mais ça veut dire que c'est comme une gruyère. Et pour 10 milliards de cubes, il faut 10 000 puits. Il faut creuser 10 000 puits. Au bac, lorsque vous terminez les puits, il faut les cimenter. Il faut les cimenter. Donc, ce n'est pas, les gens en Bretagne, ce n'est pas un réservoir de Hasserman ou la Hassetoué, on a découvert, etc. Par exemple, moi je félicite la Sonatrach, en Osphore, je ne sais pas s'il y a l'Osphore, mais il faut s'y trouve, c'est moins risqué que le pétrole et le gaz de schiste que vous maîtrisez avec la fracturation hydraulique actuelle. Hein. Bon, avec les nouvelles techniques, il n'y a plus de risque. Hein. Disons, le risque est éliminé à 90%. Éliminé à 90%. Il ne faut pas aussi cracher dessus. Moi, je n'ai pas une position démagogique de dire je suis contre. Non. Pourquoi? Non, l'Algérie, c'est le 3e réservoir mondial. Le 3e. On va exagérer. Hein? Oui, c'est le 3e réservoir mondial. Voilà. Bon, la Chine, elle ne peut pas l'exploiter. Je vais vous dire pourquoi. C'est la 2e réserve mondiale. Mais c'est dans le Tibet. Ça veut dire qu'ils n'ont ni eau, ni rien, ni oiseau. Ça va être très très difficile pour la Chine va l'exploiter avec les nouvelles techniques. Où lorsqu'on n'aura pas tellement besoin d'eau, et surtout l'eau. C'est de l'eau douce hein, qu'il faut injecter. De l'eau douce. Et la convention avec Total Offshore, elle inclut cet aspect ou pas? Non, bon, maintenant nous sommes en prospection avec Total et la société italienne. Oui. Bon, on est en train de voir, il se peut qu'on le soit. J'ai le Béjaïa, on a rigologique. Voilà. On a des trucs. L'Osphore est maîtrisé. Il est maîtrisé. Il y a eu un peu ce qui s'est passé au Mexique il y a 2 ans, rappelez-vous le truc. Mais l'Osphore, la technique est maîtrisée. Hein, elle est maîtrisée, l'Osphore. Bon, maintenant, si on peut trouver, parce que je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Avec les subventions, en 2030, c'est demain, on est importateur de pétrole et de gaz.
avec la consommation intérieure, parce que la consommation intérieure, non, ça n'est pas important. On ne pourra plus exporter, hein, c'est pas pareil. Hein. On ne pourra plus exporter, parce que la consommation intérieure va être l'équivalent des exportations actuelles. Et là, moi, je leur ai dit dans le débat que j'ai eu avec les gens du ministère de l'Énergie, il y a un segment qu'il faut développer, c'est les énergies renouvelables. Ain Salah, c'est le coin le plus chaud du monde. Moi, je vous rappelais, les journaux de Taïna, moi j'étais lieutenant, la plupart de mes amis, ils étaient généraux-majors, maintenant là, donc ce qui fait, les journaux ont donné des instructions à Sebetchim Mohamed pour les renvoyer dans le nord. Au mois début juillet, au bout d'une seconde, il devient carbonisé. Donc, il a تقابل جديدة كما قال في البرنامج تاع وزارة الطاقة تقول لك يغطي 40% من الاستهلاك الداخلي. هذيك الكمية اللي رانا نستعملوها الآن تاع الاستهلاك الداخلي ربما نقدروا نصدروها. Bon, les énergies renouvelables sont un élément très très important dans le mix énergétique. Et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Bon, maintenant, la voiture électrique, tout ça, d'ailleurs, ça renvoie à un problème en Algérie, avec les voitures qu'ils sont en train de nous faire. Vous savez que si on aura 3 milliards de dollars de sortie de devises des voitures, 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Avec un taux d'intégration très faible. Et ils produisent que 15 000, 20 000, 25 000. Imaginez que tous ces constructeurs produisent 50 000. Nous avons 6 milliards de dollars. Maintenant, il faut dire, c'est des gens qui doivent exporter pour couvrir la balance de l'Islam. Et il est plus facile d'avoir, on répond à Amina, des restos dans les pièces détachées. Et là, c'est trop la présidente, je m'envoie à la fin de il est conseiller. Tu n'es pas conseiller, c'est vrai. Tu dois avoir des collaborateurs pour te ramener un peu plus. Bon, là, c'est dommage que le rapport de Mission Mouspeh a été enterré. Qu'est-ce qu'il prévoyait le rapport de Mission Mouspeh sur la réforme de l'État? Je ne sais pas si tu as participé. Il prévoyait des départements à la présidence. Des grands départements avec un regroupement de ministères. Un ministre n'a pas le temps de réfléchir. Il y a eu ces départements à un moment donné. Oui, du temps de Chedli. Il y avait chez les Moi, j'ai quitté la Cour des comptes, là, après le rallye, elle est tout le monde, Boukhamza Rahma, il y a Bezir Kloum, tellement d'amis qui sont morts pendant le terrorisme. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, mais je reparle du rapport de M. Mouspeh qu'a diligenté Boutef. Donc, ce qu'il fait, c'était des grands départements qui réfléchissaient. Parce qu'un ministre n'a pas le temps de réfléchir. Je vous le dis, il n'a pas le temps. Il est pris sur le terrain, c'est l'opérationnel. Donc, on avait prévu des départements par affinité qui orientaient les ministères en termes de géostratégie, dans l'éducation, dans l'économie, dans l'écologie, dans la santé, les affaires étrangères, etc., etc. Donc, après Adel Sahel, qui est un frère, il tombe dans les avions. Comment il a le temps de réfléchir? C'est le factuel. Hein? Le factuel. Voilà, il quitte. Mais, bon, encore, les affaires étrangères, c'est à part, hein, parce qu'il a quand même de bons collaborateurs, département Europe, Moyen-Orient, etc. Non. Bon, les affaires étrangères, laisse de côté. Mais disons, dans les secteurs économiques, il fallait des orientations. Donc là, on patauge. C'est-à-dire qu'on vit au jour le jour. Or, qu'est-ce que c'est que l'économie? Moi, je vous parle en tant que vieux professeur d'économie de 40 ans. L'épistémologie d'économie, c'est quoi? C'est le gain du temps. Toute nation qui n'avance pas recule. Moi, ça me fait penser à un livre que j'ai écrit lorsque j'encadrais les doctorats sur la thermodynamique et l'économie. Vous pensez qu'elle est inerte, elle est en train de se décomposer. Le monde est toujours en mouvement. Il n'y a pas de statique.
L'être humain, je suis en train de vous parler maintenant. Je ne suis plus le même. J'ai vieilli d'une seconde. Je ne suis plus le même. Bon, Amina, moi, etc., nous sommes... on était jeunes. On avait 20 ans, 18 ans, on a des noms. Bon, maintenant, ben, on en a, mais maintenant, c'est le cycle de la vie. On a des jeunes qui sont là. Et un jour, elle va devenir vieille. Et elle aura des enfants, et elle va regarder, etc. C'est le cycle de la vie. Elle dit à Dunia. Donc, le monde évolue. احنا نقولوا لا غالب اكتبت لا القرآن سبحانه بدا أقل et je vais chercher la science même en Chine. Donc le problème qui se pose, c'est que le monde est en mouvement. Et si l'Algérie n'arrive pas à s'adapter à ce mouvement, elle recule. Elle recule forcément. Donc voilà un peu ce qu'on a dit. خلينا التركي من القسم الوطني. خلينا التركي من القسم الوطني. القسم الوطني. شرفين. أستاذ كيف يعني ما هو تقييمكم للقدرة الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية اللي تعيشها الجزائر؟ القدرة الشرائية على المواطنين؟ أكيد طبعا. والسؤال الثاني أستاذ ما هي أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يعني في الجزائر في وقت أنها تعرف انخفاض في دول أخرى يعني يقارن الجزائر بدول أخرى؟ هذا واش لا أنا مثل المثال تاعي كنت أستاذ صغير في 1974 كنت نخلص 1600 دينار 1600 دينار. Bon, là je suis un cas spécial. Hein. Moi j'ai toujours vécu à l'Est. Ben qu'elle y mettait 5000 dinars. Vous savez, j'avais 150-200 millions maintenant. Parce que 1100 dinars, c'est 30-40 millions de maintenant. Donc il faut voir avec l'évolution. Les appartements, je me rappelle, on était à l'immeuble Colisée, à la rue d'Idouche, ils faisaient à peu près 2-3 millions de centimes. Appartements à la rue d'Idouche, voilà. On pouvait les avoir 2-3 millions dans les années 70. Donc c'est des milliards d'euros à la rue d'Idouche. Donc regardez, tout est relatif par rapport. Le dinar faisait 5 dinars à $1. 5 dinars à $1, à 70 ou 14. Donc il faut toujours par rapport. اللحم كنا نشريوه 10000 البطاطا بلا quelques centimes etc. Donc il faut toujours relativiser le salaire par rapport à l'évolution de l'indice des prix. Bon. Maintenant, pour qu'une famille, par exemple je prends une famille, une femme qui ne travaille pas avec son mari et 2-3 enfants, minimum, sans voiture, hein, il leur faut 5 millions de centimes. 2-3 enfants, seuls, et ils payent un loyer de 10 000 dinars, sans voiture, sans trop de faire de vagues. Mais attention, là on apprend une loi économique, le salaire est lié à la production et à la productivité. Si vous donnez des salaires au-delà de la production, c'est la dérive inflationniste. Au Venezuela, on a l'expérience, il augmente le salaire tous les mois. Mais l'inflation est à 1 million %. Donc ce n'est pas... Tant qu'il n'y a pas une élévation de la production et de la productivité, on ne peut pas augmenter d'une manière délibérée les salaires. Pour le cas Algérie, il y a un cas spécifique sur le Mouessi. On ne sait pas, maintenant, on va dire, c'est le ciblage des subventions, par exemple. On n'a pas un système d'information. Par exemple, d'abord, il y a une chose très importante. C'est la crise du logement qui permet d'éviter l'implosion sociale. C'est la même marmite, c'est la même facture d'électricité, c'est le même truc, etc. C'est le regroupement familial. Ça, c'est un élément important. Et si demain on ne résout pas le développement économique et on donne des logements à chacun, on prépare la crise sociale, l'implosion sociale. Ça veut dire, un bel appartement, mais il faut qu'il trouve, il faut qu'il ne vit plus en cellule familiale, il va vivre seul.
Donc il faut qu'il paye toutes les charges tout seul. Deuxième élément, la sphère informelle. Il y a ce qu'on appelle un revenu consolidé. Il faudrait voir aussi pour la sphère, pourquoi l'État ne veut pas s'attaquer à la sphère informelle. Bon, il y a des dégâts, mais c'est parce qu'elle lui sert de régulation. Régulation, ça veut dire, en plus du revenu officiel, il y a des revenus informels. Ça permet d'éviter. Donc, en Algérie, c'est des cas très très spécifiques. C'est pas comme dans une économie où la sphère informelle représente 10% seulement, et là, la sphère informelle représente 50% de la superficie économique. Comme si ça, c'est les statistiques de l'ONF. Et encore, ils sont généreux en disant, bon, en Afrique, c'est 80%, en Afrique subsaharienne, 80% la sphère informelle du revenu. Donc, voilà, donc, un autre élément, c'est l'inflation. Comment on calcule l'inflation? Bon, تقول لي راه في 2018 5%، ولكن كان في 2017 10%، ومن بعد كان 5% سنة. Moi, je fais un calcul cumulé des taux d'inflation et je vois l'évolution aussi des salaires. Si on avait une véritable économie de marché, le salaire évolue graduellement avec le taux d'inflation. Si on avait une économie de marché où la sphère informelle est très faible. Maintenant, il y a un autre élément, le taux d'inflation, l'OMS le calcule comme si l'être humain était une bête. À chacun. Ça veut dire mais non, nos enfants, ils ont Internet, peut-être ils veulent voyager. Les indices de l'ONCE incluent beaucoup de biens en dehors des biens de consommation. Avoir un téléphone, la voiture, le prix de l'essence, le prix de la pièce détachée pour refaire le truc, les voyages, etc. Et là, l'indice, il est lié aux subsistances. Donc c'est un indice qui est totalement déformé. Ce n'est pas le même. Donc il faut que l'OMS revoie la composante, comment elle calcule l'indice de l'inflation. Donc, parce que les besoins ne sont plus les mêmes. Les besoins ne sont plus les mêmes. Nous sommes en 2018 et demain, à Obama, il y aura encore d'autres besoins qu'on ignore. Bon, toujours est-il, pour répondre à votre question, la rente permet de calmer le front social. Bon, j'ai vu beaucoup de jeunes aller pointer pour avoir les 5 000, 6 000 dinars. Bon, ça permet déjà à la maman et papa de ne pas leur acheter la cigarette, ou déjà d'avoir 5 000 dinars par mois. Donc on fait des distributions de revenus sans contrepartie productive. Et c'est grâce aux hydrocarbures. Donc là, on peut critiquer totalement le régime algérien, mais il y a une chose, c'est-à-dire c'est vrai qu'ils prennent une bonne partie du gâteau, mais ils pensent aussi au reste. Dans des logements, ceux qui se font avoir, c'est Amina, moi, vous, c'est les couches moyennes. Ou les couches moyennes, ils mettent 10, 15, 20 ans pour épargner, pour avoir une maison. C'est normal, ils arrêtent. Ils lui donnent tout de suite 2-3 milliards. Bâtard. Donc, on lamine les couches moyennes. On fait un nivellement par le bas. Maintenant, les couches moyennes, c'est eux qui sont vous n'avez pas le droit au logement social. Vous n'avez pas le droit. يجي واحد جيت يزوجو ولا حنا واعرو ولا جيت الخروج نتاعنا يدير بركه ومن بعد يمدو للسكن باطل. Et on revient au livret foncier. C'est-à-dire que du fait qu'il n'y a pas eu un inventaire des titres de propriété, bon, il pointe lui, sa fille, sa femme, etc. Ils font des quotas. Il risque d'avoir plusieurs logements à travers plusieurs winners. Et comme il n'y a pas un inventaire
Bon, Bedoui, il est en train de faire un travail, je ne sais pas s'il arrivera à le faire, du recensement. Mais il recense juste à l'intérieur de la wilaya. Mais maintenant, il faut voir les interwilayas. Il peut obtenir un logement social à Constantine, ou à Fouaren, ou à Douter. Il n'y a pas un fichier national de recensement. Moi, j'ai dit au gouvernement, même les baraques, vous leur donnez un titre de propriété et vous les recensez. Même Baraka. Puisque Sonelgaz leur branche l'électricité. Baraka, il entend l'électricité avec le compteur. Donc Sonatrach a déjà Sonelgaz a le nom, avec la fiche du nom. Comme ça, j'ai un fichier des titres de propriété, même les baraques. Et maintenant, grâce à l'informatisation, maintenant on a le passeport biométrique, on a le truc, on peut détecter toutes les fausses déclarations. Mais là, le problème du salaire et du pouvoir d'achat, ce qui est sûr, c'est que actuellement, c'est un véritable problème, et on le voit même en France. Regardez ce qui se passe actuellement pour les... Macron est vraiment dans ce n'est pas propre à l'Algérie. Hein. Regardez, ce qu'on veut même les... Bah, ils voulaient marcher sur l'Élysée. Hein. Donc attention, c'est un pouvoir c'est un élément très sensible. Mais là, malheureusement, on a été colonisé par la France, et la France, comme l'a dit Macron, ne veut pas de réforme. Ça, c'est le même cas pour l'Algérie. On a hérité de... D'ailleurs, les pays qui arrivent à décoller le plus en Afrique, c'est les pays qui ont été colonisés par les Anglais. Les pays qui ont été colonisés par les Français n'arrivent pas à décoller. Il y a le système bureaucratique qui est toujours là. Et là, sans réforme, la France aussi, elle va décliner. Hein. Bon, c'est pas pour soutenir Macron, mais disons, c'est un pays qui, effectivement, ne fait pas assez de réformes. Bon, pour revenir à notre élément, vous posez aussi le problème des caisses de retraite. Les caisses de retraite, sans une augmentation de la productivité, de la production et du salariat, risquent l'implosion. La preuve, le ministre du Travail vient de dire que c'est une fraction des hydrocarbures qui a été versée pour permettre les caisses de retraite. Donc, vous voyez un peu, s'il n'y a pas un développement économique, les caisses de retraite risquent de subir des tensions et même l'implosion. C'est un problème très délicat, ce que vous posez, parce que ce que vous posez, le problème du salaire, de l'inflation, il faut voir ça dans toute sa composante. Hein. Attention. Voilà. الاقتصادي ما هي الاسباب اللي خلات تقنيه الاي بايمنت تفشل في الجزائر؟ تقنيه الاي بايمنت الدفع الالكتروني اي بايمنت هذه تقنيه الاي بايمنت. Pourquoi le paiement électronique a échoué en Algérie? Non. Parce que les banques sont archaïques. Là, c'est pas. Regardez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2008, moi j'ai une bonne mémoire, enfin je la perds un peu, mais enfin je me rappelle, il faut que chaque transaction, pour 50 000 dinars, le 50 000 dinars, décret du Premier ministre, je crois que c'est lui qui a l'autre, bon, ils l'ont abandonné. Ensuite, 2 ans après, 500 000 dinars, obligation pour les transactions en chèque, abandonné. Ben Khalfa, il est venu, il a fait aussi un peu pour essayer d'avoir la sphère informelle. Moi, j'ai une information, parce que j'ai beaucoup d'amis PDG de banque, bon, moi j'avais de l'argent à 1,5% de taux d'intérêt, je l'ai enlevé de la banque pour avoir au trésor 5-6%. C'est 4 et 5% à moyen terme. Ils ont vidé les banques. Donc, ça a été un échec parce que la monnaie, c'est un rapport social, c'est-à-dire c'est la confiance entre l'État et le citoyen. Donc, si la monnaie électronique, bon, on est passé de la monnaie fiduciaire, la monnaie métallique, la monnaie fiduciaire, les chèques, ensuite, en France, moi j'étais en France, j'ai invité 3 amis, bon, des amis m'ont invité, ils ont payé par carte, 10 €, 30 € par carte. Et ça veut dire qu'il faut des trucs dans tous les magasins, et ça permet de détecter les circuits d'argent. Et là, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en l'État. Et là,
je reviens au calcul de la sphère informelle. يجي سلام اللي 11 في تصدينا قالنا 37 مليار دولار. يجي يحيى قالنا 17 مليار دولار. Différence de 20 milliards de dollars de la monnaie qui circule dans la sphère. Mohamed Lokil vient de donner un chiffre il y a une quinzaine de jours. Ça, c'est 20 milliards, non? 20 milliards. Mais tu fais un mot en bas. 37, 17, 20. C'est beaucoup, même entre Lokil et Yahya, il a dit 17 milliards de dollars. Donc on ne maîtrise même pas la masse monétaire qui est en circulation. Et là, quel que soit le montant, ça traduit un manque de confiance. Les gens veulent du cash. Même certaines entreprises publiques et des chèques certifiés. Dis des chèques certifiés. Comment je vais te ramener un chèque certifié? Il est déjà un chèque. Tu n'as plus confiance en moi. C'est-à-dire même la banque publique n'a plus confiance en moi. Donc là, c'est lié à la régulation de l'économie et à la maîtrise de la sphère informelle. Tant qu'on n'a pas maîtrisé le montant de la sphère, et là je vous donne, il ne faut pas faire des confusions. Hein. Pourquoi il y a une confusion des chiffres? Parce qu'il يفهموش الصحفيين كيش يحسبوا هذا الموضوع. Moi, c'est moi qui dirigeais l'étude pour l'Institut français des relations internationales sur la sphère informelle. Vous pouvez le trouver sur le Google. Hein. Parce que j'ai demandé au directeur de l'IFRI de le mettre sur Google après avoir utilisé le contrat. Vous mettez Mektoun, sphère informelle, IFRI. Je peux mettre le dossier. Il y a 3 méthodes. Il est le PIB. Il vous donne un montant. C'est à peu près 40% du PIB. Lorsque la population occupée. Là, il y a des chiffres contradictoires. Le ministère du Travail dit 35%. Il y a d'autres qui disent 50% dans la sphère informelle. Ensuite, il y a la masse monétaire en circulation qui donne un montant. Et il y a des gens même qui confondent avec les échanges de squat pour Saïd. C'est pas tout pareil non plus. Les échanges qui se font au niveau de la squat pour Saïd ne s'assimilent pas au total de la masse monétaire hors banque. Loukik a dit 20 milliards de dollars et il a dit, je crois, 7-8 milliards de dollars un peu squat pour Saïd. Je ne me rappelle plus, il a structuré Mohamed, hein, il avait structuré en 2-3 montants. Donc, là c'est lié au système d'information. Tant que vous n'avez pas une maîtrise d'une planification stratégique, vous ne pouvez pas introduire la monnaie électronique. Et c'est surtout la confiance du citoyen vis-à-vis de l'État. Vis-à-vis de l'État. Hein, voilà. Monsieur Mektoun, j'ai une petite question. Allez-y, rapidement. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? Est-ce que c'était raisonnable? Ou une autre question, تنويع الاقتصاد الوطني. علاش ما كاش إقلاع؟ نجح ما نجحش كيفاش؟ وانا نتكلم لك باختصار على التمويل غير التقليدي. انا ما نتناقش مع نفسي. انا النهار اللي الحكومه حبت دير سي يحيى كان عاد هو اللي يعني خمم على هذا التمويل كي كان عاد رئيس ديوان في الرئاسه. ومن بعد تبقى كي كان رئيس حكومه. أنا قلت لهم يعني التمويل غير التقليدي لابد يكون الأجنة الخبراء مستقلين باش يتبعوا هذا الملف ويكون محدد وقتيا. وعنده تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني إلى مراحل الإنتاج والإنتاجية. يكون عنده تأثير على معدل التضخم وعلى القدرة الإنتاجية على المواطنين. نظن فين نجح التمويل غير التقليدي البلدان الكبرى اللي عندهم يعني الأساس اقتصادي. هذه سكون أبل لا تيوري كينيزيان
يعني نمد الدراهم السوق، ولكن عندي المؤسسة تنتج ترجع ترفع، كنت تمشى 30% ترجع 40%، والمواطنين يكون عنده شويه دراهم يشري معدن. حنا ما عندناش، حنا نمد لك احصائيه تاع الحكومه 83% تاع النشاط الاقتصادي مبني على الخدمات وعلى التجاره الصغيره. القطاع الصناعي يوزن، هذه احصائيه تاع 2017 تاع الوناس تقول لك يوزن 6% من الانتاج الاجمالي الخام. ما هذيك 6% 95% مؤسسات صغيره متوسطه ما تتحكمش في المناظمه الاستراتيجيه. هذه يبيننا كي تعمل لا بلونش ابيي وما كاش العرض في الميدان، نروح المعدل التضخم. والان المعلومات اللي عندي كي شافوا يعني ما كاش يعني كاين تناقضات بين المدير العام تاع الخزينه والوزير الاول ومع الوزير تاعو. صرح، اذا كنت في فرنسا قريتها، صرح المدير تاع قال لك دون دو مون اريتي لو فينانسمون نون كونفونسيونيل. راهو البارح قال لك نزيدو شويه. بعد يتفاهموا بعض البعض. ديجا هي شيزم او نيفو دو بوفوار سور لي ديفي. خاطر انا نشوفوا وكان تصريح خطير جدا تاع شكون اللي صرحها، سي بونوار هذاك تاع الجمعيه. قال له في نوفمبر يا لا شوت دي بري. دونك شوفوا اسيدي، دونك شوف هذا يحلوا عنده خاتم السليمان باش يهبط الاسعار تاع السوق. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 20 mars. On va attendre 10 jours, c'est قال لك la fin de novembre il y aura la baisse des prix. دوك تمشي وتشوفوا شحال البطاطا وشحال اللحم وشحال هذاك كلشي يهون. بون تشوفوا بالك هو يزيد ماشي يهون. دونك هذا يعني تعطيل تاع التمويل غير تقليدي. وهذا باش نكمل هذاك التعطيل ماشي في سنه. لون دو شوك سو في 2-3 ans. والخطير التمويل التقليدي الاول بداوه في الفنزويلا، قال لهم نتحكموا فيه، ومن بعد صارت كيما الثقبه تاع دار، سيتادير كي تزيد maintenant ils ont pu le contrôler. Maintenant c'est une inflation, spirale inflationniste. donc الصندوق الدولي يقول لك يعني المعدل التضخم يكون في 2019 اكثر من 6.3%، وربما اكثر من 10% في 2020. بون كي يكون معدل التضخم 10% تفلس البنوك راه يسلفوا في 5-6%. يفوق المعدل الربح تاع البنوك يكون اكثر من المعدل التضخم. دونك كي نوصلوا في 1924 الى 17%. Quel est le projet qui peut ramener 17% d'investissement? Donc il faudra assainir les banques. Et là c'est lié toujours à la rente des hydrocarbures. Est-ce que la rente des hydrocarbures pourra renflouer tout ça? Allez, merci. Ça fait plaisir. Voilà.